Chers lecteurs, bonsoir. Je vous retrouve sur Radio Judaïka pour la présentation d'un nouveau livre et j'ai la chance d'accueillir l'auteur de ce livre. Il s'agit du roman Dire, publié chez Mercure de France et écrit par Emmanuel Chaussade. Emmanuel, bonjour. Bonjour Annick. Alors voilà, on se retrouve pour votre deuxième livre qui fait suite au premier, Elle la mer, qui était publié aux éditions de Minuit et qui, de ce que je me souviens, a remporté quand même un grand succès. Alors, on vous retrouve de nouveau dans, je dirais, un petit peu cette quête existentielle que vous racontez, cette vie parsemée, je dirais, qui s'est pas déroulée toujours très facilement. Vous racontez, au fait, votre enfance, qui est, dès le départ, une enfance où vous n'êtes pas accepté dans une famille, je dirais plutôt banal. Je vais vous laisser d'ailleurs un peu, vous d'abord, nous expliquer un petit peu cette famille dans laquelle vous vous retrouvez, dans laquelle vous êtes né, et où vous faites office finalement de vilain petit canard, alors que quand nous lisons le livre, on a l'impression au contraire que c'est vous celui qui brillez, et eux justement, la famille qui a difficile de se retrouver face à quelqu'un de différent, mais hautement intelligent et brillant. Oui, en fait, Dire, c'est l'histoire d'un petit garçon, après d'un adolescent et plus tard d'un homme qui a du mal à vivre au sein de cette famille parce que tous les protagonistes de celle-ci ne se sentent pas à l'aise face à ce petit garçon, cet adolescent qui est différent d'eux. Cet adolescent, ce petit garçon qui a des envies de liberté, qui a envie de différence, qui joue aussi de son côté à lui de cette différence parce qu'il ne veut pas leur ressembler, surtout pas. Il ne veut pas boire leur violence, leur étroitesse d'esprit, leur côté petit bourgeois. Donc il va tout faire pour s'échapper le plus rapidement possible de ce clan familial. Vous dites d'ailleurs très justement, vous dites que c'est une famille violente et que à ce moment-là, vous preniez les coups comme des marques d'amour, ce qui est terrible. Et on retrouve au fait cette dureté qui était déjà présente dans le premier livre. Il y a quelque chose de très très dur dans votre façon de raconter des faits finalement qui ont existé et qui sont vrais, mais c'est très très dur pour un enfant de prendre ses claques comme finalement des paroles Oui, mais d'amour. vous savez, dans la vie, à nous qu'il y a autant de choses belles que de choses Mhm, laides. bien sûr. La vie, c'est uniquement ça. On essaye, la société essaye de gommer les choses laides, mais les choses laides font partie de la vie. Et c'est vrai que cet enfant, comme personne ne fait attention à lui, eh bien, les seules marques d'attention qu'on lui donne, qu'on lui porte, ce sont des coups. Et ce sont aussi, pas uniquement des coups physiques, ce sont aussi Mhm. des mots extrêmement violents qu'on lui assène à longueur de journée. Exactement, et ce sont les mots qui font mal et c'est marrant parce que, je me disais dans votre titre du livre, vous dites dire à quel point finalement la parole est importante parce que c'est finalement par la parole plus tard que vous guérirez, mais en même temps cette parole qui peut vous brimer à jamais, qui peut vous laisser des traces, pour toute votre vie. Alors vous racontez très bien, vous dites: «Je fais le trait d'union entre mes parents». Qu'est-ce que ça veut dire, je fais le trait d'union Eh de bien, mes en fait, parents? ce petit garçon, il se trompe et ses parents ne font rien pour le remettre à sa place de petit garçon. Et il a l'impression, ce petit garçon, d'essayer de recoller en fait un couple qui ne s'entend pas, Mmh. un homme et une femme qui ne s'entendent pas. Et il va tout faire pour recoller et être le trait d'union entre cette femme et cet homme qui auraient dû se séparer en fait. Et en même temps aussi, je suppose, essayer de s'attirer, l'amour de l'un ou de l'autre, Il inconsciemment essaye de peut-être? s'attirer, l'amour de ses parents et il essaye aussi de faire partie de cette famille parce qu'il Mmh. se sent complètement exclu de cette famille. Mmh. Oui, tout à fait, et il se sent exclu et on le fait sentir constamment. Ce qui, moi, m'a touchée, c'est
C'est que depuis sa naissance, cet enfant veut prouver qu'il est bien vivant parce que, vous le dites très justement, vous dites que tous les nuits, vous vous réveillez quand vous êtes né quand vous étiez nourrisson à 2h15 pour crier Parce qu'en fait, c'est l'heure de naissance de cet enfant. Mmh. Et donc, toutes les nuits, et ça va continuer tout le long de sa vie, il va se réveiller en pleine nuit à 2h15 du matin et il va se prouver qu'il est encore en vie Et prouver aux autres et aussi. prouver aux autres qu'il est Je en suis bel vie. et bien là. Oui, tout Exactement. à fait. Et d'ailleurs, on sent cette force effrénée de vie. On sent que, d'abord, on sent plus qu'on vous tape dessus, au plus on vous tape dessus, au plus vous répondez, et ça, moi, je trouve brillant, par un sourire. Alors qu'un autre enfant se serait déjà mis dans un état pas possible. Le sourire narquois, euh, provocateur peut-être, Moqueur. moqueur aussi pour les renvoyer à leurs propres failles, euh, Et le frappant. sourire, c'est la seule arme que ce petit garçon a trouvée pour leur répondre, parce qu'un sourire, ça désarme tout Tout le à monde. fait, Tout tout le à fait. monde. Et donc, quand il a testé ça, il a vu qu'il avait la main sur toute sa famille, et il en a usé et abusé. Et très justement, il en a usé intelligemment parce que il a justement, vous avez réagi déjà enfant, vous réagissez déjà comme un adulte. Et moi, c'est ça qui me frappe, c'est que c'est cette intelligence au milieu d'un milieu. Alors, moi, je voulais vous poser quel genre de milieu c'était. Alors, vous m'avez dit que c'était un milieu aisé. Mais est-ce que c'était un milieu, même s'il était peut-être fermé par rapport à eux-mêmes, qui était ouvert Vous sur le savez, c'était monde? un milieu, enfin, le milieu social d'une petite ville de province Mhm, en France, j'imagine en Belgique c'est mhm, pareil, était très étroit d'esprit. bien sûr. Les gens ne voyageaient pas comme maintenant, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas tout ça. Et donc les gens étaient très refermés sur eux-mêmes, même si c'était des gens généreux, qui invitaient, qui avaient des amis et compagnie. Mais dès il y avait une différence, par exemple, de parti politique ou de façon de vivre, de cuisiner, ils étaient complètement effrayés et ils pensaient que les autres avaient tort et eux avaient raison. Bien sûr, ce sont des gens qui ont peur de la différence et Exactement. je suppose que dans votre différence, se reflétait justement leur peur qui n'ont jamais su, c'est-à-dire ils Oui, la voyaient finalement dans votre alors différence. parce qu'on aborde cette question, Mmh. mon homosexualité, Mmh. moi, ne m'a jamais posé de problème et eux n'ont pas voulu l'avoir. Ils ont tout fait pour ne pas se mettre des mouchoirs devant les yeux Mmh. et c'est moi qui ai, à un moment donné de ma vie, qui ai tenu absolument, par honnêteté par rapport à eux, leur dire la vérité. Et même là, ils n'ont pas voulu y croire. Et la mère de ce petit garçon lui demandait toujours, bon, tu te maries quand? Quand est-ce que tu as des enfants? Et je lui répondais, mais tu sais très bien que je ne me marierai pas, que je n'ai pas envie d'avoir d'enfants, On est que dans le déni jusqu'au voilà, bout. on est dans le déni jusqu'au cou. Alors, ça aussi, ça me frappe, vous partez en vacances, vous expliquez ces vacances dans ces petits lieux, où vous avez l'habitude d'aller, qui finalement, je dirais, n'apportent pas de grandes surprises. C'est des vacances, au fait, assez, je dirais, oui, bourgeoises. J'aime bien la façon dont vous décrivez, page 27-28 du livre, et on sent déjà le goût que vous avez pour l'esthétisme quand vous parlez et vous décrivez les gens que vous voyez à la plage qui sont tous bronzés. Alors vous dites, ils sont tous huilés, des grosses dames se baignent avec des bonnets recouverts de fleurs en plastique multicolore, comme des pots de fleurs qui flottent dans l'eau. Une religieuse nage avec sa robe et sa cornette, comme une montgolfière échouée dans les vagues. On sent que vous avez, on sent d'abord ce qui va découler par la suite, c'est votre histoire en tant que couturier, enfin en tant qu'homme dans la mode, mais surtout, on sent votre quête d'esthétisme dans la petite description des détails. Oui, ça m'a toujours fallu. Et là, je viens de prendre le train pour venir à Bruxelles, de Paris, et tout le monde était sur son téléphone portable, son ordinateur, et il n'y en avait qu'un dans le train. J'ai regardé tout autour de moi. C'était moi parce que j'adore regarder les gens. Et j'adore les gens, j'adore l'humain, j'adore l'humain, oui. Les gens me fascinent et je trouve, ça m'amuse de les voir tous
isolés avec leur téléphone, leur truc, au lieu de regarder les autres, évidemment. d'avoir des contacts humains. Et j'ai toujours, depuis tout petit, c'est vrai aussi que c'était aussi une quête d'amour, d'être aimé par ces gens, cette grosse dame au bonnet de bain en plastique ou cette religieuse qui essayait de nager dans la mer. Il y avait une recherche d'amour, bien évidemment. Oui, mais on sent surtout chez vous cette curiosité qui manque et qui fait cruellement défaut à votre famille sur le monde qui l'entoure et cette ouverture d'esprit qu'il n'y a pas malheureusement chez eux. Alors, vous racontez, Mais parce vous que... savez, je vais vous Oui, raconter oui. une anecdote. Par exemple, à 9 ans, mes parents m'ont demandé ce que je voulais à Noël et j'ai dit, je veux un disque de Barbara. Et à 9 ans, enfin, Ils sont tombés de haut. ils sont tombés des nues et je n'ai jamais eu mon disque de Barbara. Et le lendemain de Noël, avec le peu d'argent que j'avais réussi à avoir dans les enveloppes, je suis quand même allé chercher mon disque de Barbara chez le disquaire. Mais pour eux, ils ne comprenaient pas, ils n'ont jamais compris en fait Oui, ils n'ont jamais la compris cette, oui, différence. et cette sensibilité particulière qui est à fleur de peau et qui se sent aussi dans votre écriture, mais on va continuer petit à petit parce que je reprends tout un peu chronologiquement. Alors vous décidez très très tôt, vous sentez ce que vous voulez faire. On a parlé de ça tout à l'heure. Vous vous engagez d'abord dans la danse. Et votre mère, ça je suis étonnée, vous encourage aussi de suivre Alors, ce... elle ne m'encourage pas, mais en fait, il y avait dans cette petite ville de province, il y avait très très peu de choses à faire, mais il y avait un atelier, un cours de danse Mhm. classique pour les jeunes filles, et cette professeure de danse recherchait des garçons. Donc, ma mère m'a inscrit avec mon frère, mon plus petit frère, et nous avons commencé à danser. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu des aptitudes apparemment très développées. Mhm. Et cette professeure m'a fait passer le concours de l'Opéra de Paris que j'ai réussi. Mais là aussi, ma famille s'est Braqué. opposée à ce don inné que j'avais. Et je n'ai eu aucune difficulté étant enfant à savoir ce que je voulais faire parce que j'ai toujours su que je voulais habiller les femmes, devenir couturier et partir à Paris. D'ailleurs, vous racontez que vous habillez des Barbies dans votre livre. Et comme vous dites, vous voulez les rendre belles, ces femmes, Oui, vous voulez les habiller. Et donc, vous partez. Et alors, on voit vraiment, on assiste à des parents qui ne sont pas du tout là pour vous aider. Au contraire, à la alors limite. effectivement, parce qu'avant de faire une école de mode, je voulais absolument, c'était instinctif, faire le premier cycle d'une école de beaux-arts. Et il fallait absolument avoir le bac. Comme je ne voulais pas, j'étais un homme très pressé. Je me Mhm. suis calmé depuis, mais j'étais extrêmement pressé. Je voulais pas perdre de temps et je ne voulais pas passer mon bac. Je voulais faire les beaux-arts et partir à Paris. Et donc, à l'époque, il fallait absolument le bac. J'ai dit non, je ne peux pas, etc. On m'a proposé de passer le concours des beaux-arts en candidat libre, chose Mhm. que j'ai fait. Je suis arrivé premier et je suis sorti premier de l'école des beaux-arts. Là aussi, voilà, c'est comme ça, c'est un don, Oui, moi j'ai l'impression que c'est, c'était une vocation de... Enfin, j'avais l'impression au départ, après évidemment vous avez tourné vers l'écriture, mais au départ c'était tellement quelque chose dans lequel, depuis tout petit, on a l'impression que c'est en vous... c'est la création, oui. voilà, c'est uniquement la création. Et après, j'ai continué mon chemin et un coup du hasard a fait que j'ai écouté Jean-Louis Scherrer qui Mhm. faisait une publicité, enfin pas une publicité, une interview à la radio, qui recherchait des nouveaux talents. Et Vous je lui lui ai écrivez une écrit lettre. une lettre très spontanée qui l'a fait beaucoup rire. Et une lettre qui était tellement sincère qu'il a tenu à me rencontrer. Chose que j'ai fait, je suis allé le voir et ça a été le premier qui a cru en moi en regardant mes dessins et qui m'a tendu la main et qui m'a fait rentrer à la chambre syndicale de la couture. Et puis vous allez même travailler à un certain moment pour Et faire... à la suite de ces 2 années de chambre syndicale, Jean-Louis Scherrer m'a engagé déjà dans un premier temps pour un stage, puis un deuxième.
Et à la fin de la chambre syndicale, il m'a engagé complètement pour être son bras droit dans la maison de couture. Et très vite, on sent les jalousies qui apparaissent parce que, à nouveau, vous êtes, je vais pas dire différent, mais vous êtes brillant et vous attisez, à la fois, l'admiration, mais à la fois les jalousies à l'intérieur de la maison même. Oui, les jalousies. Et puis moi, j'avais un seul objectif, parce que j'aime toujours mon métier. Je n'aime pas l'univers de la mode, mais Mmh. j'aime mon métier. Mon métier, pour moi, c'est d'être un fournisseur. Ce n'est pas être un artiste, comme certains le prétendent. C'est être un fournisseur qui rend les femmes belles. Pour moi, c'est ça la définition d'un styliste de mode. Mais un artiste rend aussi, les choses plus belles ou les femmes plus belles ou Être un artiste, c'est être plasticien, c'est être sculpteur, c'est être tout ça. Ce n'est pas être couturier. Pour d'accord. moi, être couturier, c'est un artisan, Mmh. c'est un Oui, savoir-faire, mais ce n'est pas un artiste. Et je fais une grande différence et j'y tiens absolument. d'accord. Hem Donc vous brillez très, très vite là-dedans. Alors là aussi, on vous suit aussi dans vos histoires amoureuses où quelque part, forcément à un certain moment, on sent cette souffrance revenir à chaque fois chez vous. Vous découvrez votre là je fais un retour en arrière, mais vous découvrez votre homosexualité que, il me semble maintenant, ce n'est que mon avis, vous n'acceptez peut-être pas directement, enfin vous ne la vivez peut-être pas, facilement ou Alors, je la vivais facilement, mais pas pleinement, pas puisque je ne pleinement, l'avais oui. pas encore annoncé à mes parents. Tout à fait, Et je tenais absolument, mais à l'époque, c'était pas aussi admis que maintenant. évidemment, C'était beaucoup plus compliqué, surtout pour des gens qui vivaient en province, bien sûr. loin, un peu loin de tout. C'était plus compliqué que maintenant. On sent, on sent quand vous décrivez votre vie privée, quand vous décrivez au début votre découverte, de l'autre sexuellement, on sent, heu, je sais pas, j'avais l'impression qu'au début vous êtes tout à fait perdu, vous êtes à la recherche d'expériences, mais j'ai l'impression qu'on vous sent. Comment vous dire? Il y a une sorte de boulimie de sexe, à un certain moment dans votre vie, qui, Mais cette boulimie de sexe, en fait, elle va avec une descente aux enfers exactement, qui est un signal de détresse absolue où on se perd complètement dans les affres justement de multiplication de partenaires sexuels et qui dénote une grande, grande souffrance. qui dénote surtout le fait que vous ne vous aimez pas et Oui, c'est ça qu'on sent très fortement dans, et c'est pour ça que j'insiste à un certain moment, sur, votre vie privée parce que on sent que on sent presque le dégoût de vous-même, le non-respect, je dirais, à un certain moment dans cette descente avant que vous commenciez, bien entendu, une psychanalyse. Et au fait, moi, et c'est là-dessus où je voudrais venir, je trouve que donc on sent que vous ne vous aimez pas, et c'est normal, suite à l'éducation que vous avez eue, où vous ne pouvez pas vous aimer puisque vous n'avez pas les instruments pour savoir comment faire. Mais surtout, j'ai l'impression dans cette façon de vous décrire que vous rentrez au fait dans un courant littéraire actuel aujourd'hui, où on retrouve par exemple des écrivains comme Constance Debré, par exemple, ou je me souviens plus, il y avait ce jeune qui avait écrit Eddie Bellegueule ou un truc. Édouard Louis. Exactement. Ces jeunes qui ont été abusés physiquement ou verbalement par des parents et qui se perdent dans la détestation de Alors soi. les deux auteurs que vous venez de Oui, citer ont une démarche plus politique, plus sociale, que oui. je refuse. Je Pourquoi? ne suis absolument pas d'accord avec ça. D'accord. Enfin, pour moi, Oui. je suis plus dans une démarche littéraire pure. Je Voilà. comprends, mais moi, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, chez Constance Debré, on sent qu'il y a une forme d'ascétisme en même temps qu'il y a une forme de boulimie. Donc, il y a une forme d'ascétisme dans sa vie personnelle, où par exemple, elle va nager tous les jours. C'est comme si elle se vide de plus en plus d'elle-même pour ne plus se sentir exister, mais en même temps, elle multiplie les aventures sexuelles parce qu'elle a le dégoût. Donc, elle est. Ben,
pour revenir à dire, Oui. en fait, cet homme se déteste tellement qu'il s'approche vraiment d'une mort annoncée Mmh. et il réagit et il se dit, ce n'est plus possible, je ne peux plus vivre comme ça. C'est impossible d'aller parce que je vais, Je vais enfin, tomber. je vais tomber complètement, Mmh. je vais mourir. Il y a un risque parce que prendre des risques c'est bien, se mettre en danger c'est quand même, comme le dit le mot, très dangereux. Mmh. Donc il va réagir et c'est là où il se décide enfin à rentrer, faire le plus beau voyage de sa vie, rentrer en psychanalyse. Alors parlons-en justement de cette psychanalyse. Vous rencontrez donc, alors est-ce que vous avez cherché vraiment à rencontrer Elsa Caya et faire avec elle spécifiquement Non, une alors psychothérapie, une il y psychanalyse a ou? jamais de hasard dans la vie. D'accord. En fait, à une époque de ma vie, je travaillais et j'avais, parmi mes clients 11 des plus grands psychanalystes, psychiatres de Paris et à un moment donné, je me suis décidé, j'ai demandé à l'un d'entre eux qui m'a dit: «On ne se connaît donc je ne peux pas vous prendre comme patient, Mmh. mais je vais vous trouver quelqu'un qui est la meilleure psychanalyste à l'heure actuelle à Paris», selon lui, ce Mmh. qui s'est vérifié, et parce qu'il vous faut quelqu'un de très fort face à vous, parce que vous êtes très, très fort Mmh. vous aussi, donc je vais vous donner la meilleure à Paris et c'est comme ça que j'ai rencontré Elsa Kayat et la première fois où j'ai rencontré Elsa Kayat, en sortant de son cabinet, je me suis dit: Il y a «Ma un vie avant. vient de basculer» Oui, d'ailleurs vous le dites très bien, vous dites: «Il y a un avant et il y a et un il y a un après». après. Exactement. Cette aventure, elle a duré combien de temps? Elle a duré 15 ans. Elle a duré 15 ans. Elle s'est malheureusement, terminée tragiquement comme, vous le dites d'ailleurs dans le livre. Je vous laisse raconter ce passage, hem, avant de revenir sur Elsa aussi et votre psychanalyse. Alors, en fait, l'aventure avec Elsa Kayat s'est arrêtée extrêmement violemment, puisque Elsa Kayat est la seule femme qui a été abattue par les frères Kouachi dans l'attentat de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015. Et il y a un an, le 7 janvier 2021, il n'y a pas de hasard, mon premier livre, Elle la mer, sortait. C'est de la boucle est tournée, c'est Exactement. fou ça, je savais même pas, c'est dingue. Mm. Alors, j'aime bien comment vous la décrivez parce que, bon, elle est lacanienne, bien entendu et donc j'étais très étonnée. Je savais que les psychanalyses en suivant cette école-là ne durent pas longtemps les moments d'analyse, mais là, vous la voyez pendant 15 ans, 2 fois par semaine, 10 minutes. Alors, je pense qu'Elsa était une femme extrêmement subtile et extrêmement intelligente. Et je pense qu'elle a, enfin, pour certaines personnes, ça durait 10 minutes, d'autres plus longtemps. Mmh. Et je pense qu'elle a choisi ce format d'une façon très consciente pour me mettre dans un état d'urgence, Mmh. pour me cadrer Exactement. au maximum, pour que je puisse m'exprimer avec très peu de mots et aller à l'essentiel. Et je pense que mon style d'écriture, que certains disent à l'os, c'est-à-dire Mmh. en retirant tout ce qui est superflu, etc., vient d'elle, vient de mes séances analytiques. Oui, parce qu'on sent aussi, comme vous dites, votre écriture, elle est alors ce sont des phrases très courtes, vous n'épargnez personne dans votre écriture. C'est parfois très dur ce que vous sortez. On a l'impression que vos phrases sont taillées à la hache. Comme vous dites, il n'y a pas, d'embellissement, il n'y a pas, de fioriture, enfin, si c'est le mot qu'on peut utiliser. Alors, est-ce que Elsa était persuadée que c'est dans les 10 premières minutes que tout est dit? Alors en fait, c'est pas dans les 10 premières minutes, c'est dans la 10e minute que tout se dit. Ah! C'est quand on est acculé à la fin que la porte s'ouvre. Et c'est là qu'on arrête Et c'est pour là qu'on pouvoir arrête. réfléchir, le temps Exactement. de Et puis que l'inconscient retravaille pour la séance d'après. oui, tout à fait. Et moi, ça m'a perturbée, mais je trouve finalement, comme vous dites, elle a permis de vous cadrer et finalement d'arriver, je suppose, dans ces 10 minutes
À l'essentiel, à parce que l'essentiel. voilà, c'est ça. Hem, Parce c'est qu'elle vrai. détestait le bavardage, ça l'intéressait Ouais, pas. mais ouais. Elle voulait des résultats, elle voulait avancer avec ses patients et donc il n'y avait pas de place pour le superflu, pour le gras. Mmh. Exactement, pour le gras, c'est joliment dit. Hem, c'est suite à, alors ça, c'est une question que je vous pose. C'est quand vous avez terminé enfin, vous l'avez pas terminée cette psychanalyse puisque finalement elle s'est terminée de façon tragique avec le décès d'Elsa et vous m'avez raconté quand on était sur le chemin pour, venir à la radio que vous avez retrouvé quelqu'un d'autre. Mais suite à tout ça, vous découvrez au fait, même si vous le sentiez déjà certainement, que ce monde de la mode n'est pas un monde pour vous. C'est un monde, je dirais de superficialité, enfin, où les gens sont souvent odieux et vous avez toujours quelque part écrit des petits passages à gauche, à droite? Alors j'ai toujours écrit et à un moment donné de ma vie, j'ai monté ma propre maison parce que je voulais tenter l'expérience et à Attendez, quand vous dites monter ma propre j'ai maison, créé ma c'est-à-dire? propre maison qui s'appelait Emmanuel Chaussade, Oui, de couture de très très haut niveau. oui. Et à l'époque, je peignais à la main des mots que seules les femmes pouvaient lire, puisqu'elles ne pouvaient les voir et Vous le elles dites dans les le livre. avaient contre leur Oui. peau, parce que je les peignais dans les doublures. Mmh. Donc déjà, il y avait aussi des messages écrits que seules les femmes pouvaient voir. C'était parce que pour moi, le luxe, c'est ce qui ne se voit pas, Mmh. c'est C'est l'extrême sûr. simplicité, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire, Mmh. comme les livres qui sont très courts, très, Qui vont vers qui vont l'essentiel. vers l'essentiel. Enfin, ça paraît très très simple à écrire et en fait c'est très très compliqué, c'est très long. Ah mais ça, je suis sûre que c'est pas évident. Et d'ailleurs, quand on vous voit et de la façon dont vous vous décrivez aussi dans le livre, parce que c'est la première fois que je vous vois en vrai et dans le livre, vous vous décrivez aussi de façon très austère. Vous dites: «Je suis le grand tout maigrichon», enfin, vous le dites mieux que moi, mais voilà, vous vous décrivez presque comme quelqu'un même de très austère. J'aime pas ce mot Ascétique parce en que tout c'est cas. assez péjoratif, mais je veux pas l'employer Hmm. péjorativement, mais assez, Oui, c'est plus ascétique, oui. voilà, Oui, plus oui. ascétique, exactement. Oui. Alors, je me suis posé une question. Donc, je vais d'abord, avant d'arriver à la fin, donc vous décidez finalement, une fois que cette psychanalyse est terminée, vous arrivez finalement vers l'essentiel qui est l'écriture. Qui est l'écriture? C'est votre Alors en vie. fait, l'analyse m'a appris que enfin, grâce à Elsa, Mmh. et je pense grâce à toutes les analyses, que les mots peuvent blesser mais ne tuent pas un homme. Les mots sauvent. Tout à fait. C'est extrêmement important de pouvoir dire les choses pour pouvoir se sauver soi-même. Vous le dites d'ailleurs un jour, sur Instagram, je ne sais plus où vous avez dit ça, vous avez dit: «Il faut dire aux parents il faut que les parents disent aux enfants qu'ils les aiment». Oui, Il faut, et j'ai c'est beaucoup vrai, aimé ça parce que c'est tout à fait vrai. parce que je trouve que les parents ne le disent jamais assez. Tout à fait. Et il faut que les parents disent aux enfants qu'ils les aiment encore et encore et encore. Je suis tout à fait d'accord. Alors moi, en fait, quand je me suis retrouvée à parler avec un compagnon, de votre livre, on est arrivé au fait sur ce courant aujourd'hui où il y aurait des gens qui pourraient quelque part je dirais pas ne pas aimer ce que vous écrivez parce que c'est très, très bien écrit. Là-dessus, il y a rien à redire, mais qui pourraient se dire: «Voilà, le livre d'Emmanuel Chaussade rentre finalement dans ce courant où, aujourd'hui, on écrit, à propos de son soi et on le présente son soi comme un étendard. C'est-à-dire qu'on se met en avant. Il y a une forme impudique aussi, d'une certaine façon. Et les détracteurs pourraient dire: «Oui, mais c'est un nouveau courant aujourd'hui où aujourd'hui on se met en avant en mettant ses blessures, en mettant, ses bobos et cetera, en avant». Qu'est-ce que vous dites? Non, enfin, moi, les gens, enfin, si les auteurs commencent à écouter Pierre-Paul Jacques et à écouter leur avis, à mon avis, ils n'écrivent plus Mmh. avec sincérité. Moi, je ne veux pas écouter Pierre-Paul Jacques, je veux continuer à écrire
ce que je ressens, ce qui Mhm. est important pour moi de dire, de faire partager, parce que j'avais envie, par exemple, de dresser un portrait qui me semblait juste d'Elsa Khayat, parce que j'ai envie, parce qu'un livre reste. Moi, je Mhm. mourrai, je ne sais pas quand, mais le livre me survivra, et dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, quelqu'un lira ce livre et se posera la question, et il y aura toujours Elsa Khayat, et sera toujours en vie. Et ça, c'est important pour moi. Et puis Moi, j'ai aussi, pas vous... envie de... Pour le moment, j'écris, voilà, l'impudeur. Qu'est-ce que ça veut dire, l'impudeur? Je sais Elle, pas. non, moi, C'est... Je pense pas que ce livre soit choquant. Non, pas du tout. Il est, enfin, ce que Il les peut gens disent, déranger. il est, oui, parce qu'il est fort, il est Mhm. vrai, mais il reste élégant, en tout Mhm. cas. Il Mhm. n'est pas pornographique, il n'est pas du tout vulgaire. Enfin, je ne crois pas, en tout cas, Non, il raconte l'histoire d'un petit de la garçon, vie, finalement, qui se de la vie. découvre et qui Oui, découvre qui il est vraiment et surtout ce qu'il vaut. Alors, il y a des phrases qui m'ont beaucoup plu. Alors, vous dites à un moment, l'abus dérive de la croyance, l'abus physique et psychique. Parlez-moi un petit peu. oui, parce que en fait, je pense que la psychanalyse, en fait, le but de la psychanalyse, c'est de se mettre au même niveau que l'autre. Parce que très souvent, les gens se mettent en dessous de l'autre. De l'autre, ça veut dire de l'abuseur, et Mhm, ils sont abusés. mhm. Et il faut sortir de cet abus, et l'analyse permet, en tout cas, de penser ses blessures, de se sauver et de se mettre au même niveau que l'autre et d'arrêter d'avoir le fantasme de l'autre absolu. Et du Voilà. jugement, Et du surtout, jugement. évidemment, c'est sûr. Euh, oui, et c'est ce que vous dites d'ailleurs, sortir de la toute-puissance de l'autre, de l'abuseur. Et finalement, c'est vous-même qui avez les clés. Parce que le On jour a où vous tous les comprenez, clés. exactement, le jour où le déclic se passe, Voilà. il n'y a plus personne Il n'y a qui... plus personne. Et à ce moment-là, on peut, à ce moment-là, commencer à s'aimer et surtout à aimer les autres. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la façon dont vous parlez de votre livre. On sent la fierté d'un travail où vous êtes tout à fait en accord avec vous-même. Est-ce qu'on pourrait dire que vous vous aimez bien aujourd'hui? Je ne sais pas parce que je suis envahi de doutes et Bien plus sûr. j'écris, plus j'ai des doutes. J'essaye que ça ne me paralyse pas, mais c'est très angoissant en fait. Oui, mais c'est ça qui fait Mais le génie aussi, de se remettre en je question. sais pas, mais en tout cas, j'ai envie en tout cas de continuer à écrire. Oui, ouais, j'ai très envie. Vous me disiez que le troisième livre ne sera peut-être pas aussi Non, il autobiographique. est absolument pas autobiographique. Enfin, il y a toujours Bien une sûr. part d'autobiographie, mais il n'est absolument pas autobiographique. Et c'est un long monologue, voilà, d'une femme. On ne va pas vous demander Non. plus. On attend la suite. Euh, J'ai apprécié ce livre parce que finalement, il montre que tout le monde peut réussir. Peu importe d'où on Hmm. vient, il faut croire en soi. Et finalement, c'est ce que vous... Il ne faut pas avoir peur. voilà, il ne faut pas avoir Dans la peur. vie, c'est la grande leçon, c'est ne jamais avoir peur. Parce que la peur paralyse et la peur empêche d'avancer. Il faut vraiment, vraiment ne pas avoir peur. Et il Est-ce faut dire les choses. c'est tout à fait Dites vrai. les choses. Est-ce que vous pensez que vous faisiez peur à votre famille? Je- Votre Évidemment, différence? puisque la Ouais. différence fait toujours peur. Donc, et souvent, les gens n'essayent pas de comprendre, n'essayent pas de regarder les choses différemment. Et surtout de poser des questions, de parler, de dire. Et évidemment, quand un enfant est différent, il fait peur automatiquement. C'est comme les gens qui ne voyagent pas et qui la première fois mangent du poisson cru, ils se demandent mais qu'est-ce que c'est que ce Mhm, truc quoi. mhm. Ou quand ils vont en Afrique et ils vont voir La des gens différence. qui sont différents, même de couleur de peau, ils vont avoir peur, ils vont avoir tout de suite un rejet et un retrait. Donc effectivement, je devais faire peur à ma famille, oui.
En tous les cas, vous réussissez brillamment à raconter votre parcours et puis surtout, je pense que vous racontez vraiment l'histoire d'un petit garçon né dans un milieu tellement fermé, qui aurait pu l'achever et qui pourtant vous Oui, ou sortez de là soit triomphant. l'achever, soit cet enfant serait rentré dans le Oui, dans rang le moule. et aurait eu une vie, somme toute, enfin, il n'y a pas de vie banale, Non, mais une vie plus ordinaire en tout cas. Oui, c'est vrai. c'est brillant. Je vous conseille, de lire ce livre, heu, qui ne passe pas par 4 chemins, je dirais. On va droit au but et comme il le dit, il n'aime pas les fioritures et ça se sent. Je veux dire, j'ai adoré. C'est gentil. Merci. En tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre livre. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Merci Emmanuel Merci à nous. et on vous attend pour le prochain roman. Avec plaisir, À avec grand à bientôt. plaisir.